Donc, cette deuxième table ronde va porter sur les collaborations entre la Fondation et le secteur privé. Donc, l'idée, c'est de voir un peu comment ça s'est passé et puis qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre, comment ça peut évoluer dans l'avenir, comment on peut faire mieux, comment on peut avoir plus d'impact, comment on peut changer ensemble le monde, puisque c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Alors, comme le disait Camille, il y en a deux petites vidéos, puisqu'il faut que j'excuse d'abord Mathias Geck de la Fondation Biovision, qui est malade et donc qui ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Et puis, on vous l'avait annoncé dans le programme, mais Pierre Costet, qui était chargé de projet de recherche à Valrhona, va témoigner, lui, en vidéo. Donc, je vous propose qu'on commence par la vidéo de Pierre Costet, et puis après, je laisserai à chacun d'entre vous quelques minutes pour se présenter, expliquer l'interaction avec la Fondation, et après, on enchaînera sur des questions autour de l'avenir. Donc pour les fidèles de la Fondation, c'est des extraits du témoignage de Pierre Costet l'année dernière à la journée du LabEx. Donc on a sélectionné deux petits extraits qui, à mon avis, peuvent bien introduire cette table ronde. Donc je vais laisser la parole à Pierre. Donc il travaillait, puisqu'il ne travaille plus. Alors sur le transfert, c'est là où nous, on ressort un peu déçus du projet, parce qu'en fait, le projet, si c'est un succès scientifique, en fait, ça n'a pas permis. À la fin, on est arrivé à certains résultats qu'il faudrait transférer, notamment chez Valrhona. Mais en fait, on est loin encore de l'application concrète utilisable dans un laboratoire d'usine ou chez une grosse coopérative en Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a encore du travail de recherche à faire, et là, on s'est retrouvé un peu, un peu démunis. Pourtant, mes collègues se sont agités pas mal. Odalis a organisé des réunions avec la SAT à Accélère de Montpellier. Ça n'a pas abouti parce que ces travaux sont encore, d'après le retour de ce que j'ai compris, ces travaux sont encore trop loin pour que la SAT puisse envisager un retour financier à moyenne échéance. Et donc, en fait, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Et nous, on n'a pas les moyens, ni plus la stratégie. Donc, ça, c'est un changement d'interne. Je vais vous parler de ça après. On n'a plus la stratégie pour remettre de l'argent au pot et re-risquer encore 5 années de recherche pour, à nouveau, peut-être pas aboutir. Donc, c'est la limite. Et c'est peut-être un problème de taille. Chez nous, on est un peu moyen. Et voilà. Alors, voilà pour le premier. Et un second extrait qui était la fin de son intervention. Ce que j'aimerais un jour, c'est qu'il y ait plus d'échanges entre les chercheurs et les industriels, ou les sociétés comme les nôtres, mais d'échanges concrets. J'ai eu beaucoup des retours assez étonnants, à la fois je vais conclure, quelquefois de chercheurs qui se demandaient, qui voient un peu quand même le monde du privé comme l'axe du mal. Alors, et cette volonté de détourner de l'argent du public. Donc ça, il faut qu'on y travaille. Je pense qu'il faudrait vraiment que les chercheurs viennent nous visiter, rencontrent, mais aussi on évolue. Il y a des nouvelles générations qui ont toutes les mêmes préoccupations, qui travaillent dans le public ou dans le privé. Et de l'autre côté, aussi en interne, moi chez Valrhona, avec une vision un peu défraîchie du chercheur. On préfère l'inventeur, le génie trouve tout, mais le chercheur en long terme, on a un peu du mal à voir, on se méfie même. Donc il y a encore beaucoup à travailler sur ces échanges. Merci. Voilà pour la petite vidéo que nous avait proposée Pierre. Et je propose maintenant de laisser quelques minutes à Mathilde Douillet de la Fondation Carasso pour nous expliquer comment elle a interagi avec la Fondation Agropolis. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi, peut-être, tu m'avais demandé de me présenter aussi pour mon parcours, pour dire d'où je parle, parce que je sais que dans des enceintes comme ça, c'est important. Je suis ingénieure agronome et j'ai fait une thèse, un doctorat en économie, en CIFRE. Et j'ai été chercheuse associée à l'UMR Moïsa pendant 3 ans, avant d'intégrer la Fondation Carasso.
Et à la Fondation, je suis en charge de financement de programmes autour de la recherche. Et depuis que j'ai intégré la Fondation, j'interagis avec la Fondation Agropolis à plusieurs titres, notamment deux grands types de sujets. On est présent et partenaire dans des collectifs de fondations au niveau européen et au niveau international, donc la Global Alliance for the Future of Food, qui est un collectif d'une trentaine de fondations internationales qui sont intéressées par les transformations des systèmes alimentaires. Et puis, au niveau européen, je suis la chair d'un groupe de fondations qui a été co-créé par la Fondation Agropolis il y a bien longtemps autour des systèmes alimentaires et qui aujourd'hui s'intéresse à l'impact des politiques et comment les fondations, la philanthropie privée peut appuyer la société civile notamment à influencer les politiques qui ont un impact ou qui freinent la transformation des systèmes alimentaires en Europe notamment. Et après, on a aussi d'autres types de collaborations qui sont des collaborations très opérationnelles, de cofinancement de projets, et on en a entendu parler de beaucoup depuis ce matin. Notamment, on a lancé il y a plusieurs années un appel à projet international de recherche interdisciplinaire sur les systèmes alimentaires durables, avec aussi la fondation Cariplo, qui est une fondation italienne, dont Urbal, le projet qu'a présenté Nicolas tout à l'heure, est un projet donc, qui est issu de ces collaborations. Et puis, on est partenaire de CO3. On est co-financeur du programme du projet Sagittaire, qui a été présenté tout à l'heure. Et puis, on cofinance la chaire UNESCO Alimentation du Monde depuis 10 ans, qui, à l'époque, avait été lancée avec le partenariat de la Fondation Agropolis. Voilà, pour le type de financement. Merci beaucoup. Et donc, à ta droite, nous retrouvons notre collègue Philippe Nérin, qui est aujourd'hui... peut-être, c'est plus simple. Oui. Oui, bon, à la tête de la SAT. Merci de cette invitation. Alors, je suis heureux qu'on ait parlé de la SAT parce que je vais pouvoir en parler en étant effectivement le président de cette société d'accélération de transfert de technologie qui existe depuis août 2012. Donc, on aurait presque pu fêter nos 10 ans en même temps que le Labex Agro. Donc la SAT, c'est une société, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est spécialisée dans la maturation des projets qui permettent d'augmenter, enfin donc de mobiliser des investissements, des ressources, parce qu'il y a des ressources à la fois financières et des ressources humaines, pour augmenter significativement la maturité d'un projet pour le transférer. Alors, quand on vient effectivement à la SAT, on n'est pas on va dire une filiale de l'ANR, hein, ou d'un organisme qui finance la recherche plutôt amont, on va dire. Nous, ce que l'on finance, c'est vraiment des compléments de développement sur la partie technologique ou sur le projet, mais simultanément, le véhicule de transfert, on essaie d'identifier le véhicule de transfert qui va permettre d'atteindre la cible de transfert qui est une entreprise, qu'elle soit existante ou à créer. Donc on parlait beaucoup d'interdisciplinarité. Je dirais qu'à la SAT, on est sur un champ interdisciplinaire qui est plus large que la science, parce qu'on doit introduire des notions qui sont économiques, on doit connaître le marché, on doit se positionner par rapport aux concurrents quand on les a identifiés, etc. Donc c'est un domaine assez complexe, mais qui a permis ici de financer beaucoup de projets qui sont dans le Labex Agro. On a, donc c'est une communauté de 1600 chercheurs à peu près, ce qui représente 25% de la communauté avec laquelle on travaille, alors je suis désolé, je ne suis pas agro, hein. Je vais en parler d'autant plus de manière beaucoup plus décontractée. Je ne suis pas expert de ce domaine, mais on a quand même investi dans des projets, une vingtaine à ce jour, pour à peu près 4 millions d'euros, pour vous donner des ordres de grandeur. Et notamment, 4 projets sur ces 20 ont été réalisés avec Agropolis Fondation, avec un co-investissement. Et c'est des projets que vous connaissez peut-être. Il y a par exemple le projet Scanoris, qui est une technologie qui permet
de digitaliser et d'analyser le développement racinaire dans les sols. J'ai un autre projet qui me vient en tête, Adapt2Pulse par exemple, qui a permis de créer la société Bliss EcoSpray pour développer un pulvérisateur qui permet de réduire les intrants phytosanitaires et vraiment les focaliser sur les végétaux et un peu moins sur la terre ou dans l'atmosphère. Donc on est ici dans l'agriculture de précision. On a d'autres projets qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas forcément technologiques, comme le projet sur le Terristories, qui est un jeu qui permet de développer la concertation et de travailler sur la résolution des problèmes, qui a été transféré à une société qui est montpelliéraine, Bioviva, pour ne pas la citer. Donc on a travaillé avec vous, avec cette communauté, sur beaucoup de projets. Et, alors je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, on a eu beaucoup de succès dans les opérations qui ont été menées avec la SAT sur les projets que l'on a financés. Alors bien évidemment, les besoins sont très importants. On a 7000 chercheurs, on investit presque 15 millions d'euros par an, et même avec cette intensité qui est extrêmement importante, on a du mal à répondre à toutes nos sollicitations. On reçoit chaque année, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 180 dossiers d'investissement. Et on investit sur 25-30 projets. C'est un taux quand même assez relativement élevé qui permet de mobiliser jusqu'à 15 millions d'euros par an, et depuis maintenant plusieurs années. Voilà, alors le résultat est très intéressant. On a créé et accompagné plus de 100 sociétés depuis 2012. Donc c'est qui fait qu'à Montpellier, si on regarde les transferts et les créations d'entreprises, on reste... Alors, j'aime pas trop les comparaisons, parce que je veux rester aussi à ma place et un peu humble, mais c'est quand même la SAT qui a le portefeuille le plus important de création d'entreprises en France. Donc on a quand même réussi à créer de l'activité, de l'impact économique. Ces sociétés, à plus de 80%, il y a un taux de survie de 80% à 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est quand même des sociétés qui sont dotées d'actifs qui viennent du public, de la recherche publique, qui font qu'elles sont dotées de vrais actifs qui leur permettent de conquérir des marchés, de se positionner, de se développer. Alors, je ne sais pas si je dois continuer, parce que je peux vous parler un petit moment. Si on va peut-être passer... Il y aura peut-être une deuxième question. Oui, il y a plusieurs... Il y a toute une Ça, série c'est pour de ce qui est du passé. Alors, je pourrais expliquer tout à l'heure, si j'ai droit à une deuxième question, comment on va faire pour le futur pour améliorer encore nos performances collectives. Tout à fait, le futur c'est après, Philippe. Donc pour l'instant, on va reparler un peu de passé avec Jean-Christophe Castin qui, lui, travaille chez Solvay. Merci, effectivement. Donc je vais dire 2 mots sur l'interaction que nous avons eue avec Agropolis Fondation. Alors Solvay est une entreprise chimique qui, je ne vais pas expliquer en détail ce qu'on fait. Il y a un pôle matériaux, un pôle produits chimiques de base et un pôle produits de spécialité. Et personnellement, je travaille dans l'organisation de la R&D d'une division qui a vocation à fournir ce qu'on appelle des ingrédients de formulation. Et en particulier, on est présent dans le domaine de l'agriculture. On ne fabrique pas des pesticides ou des engrais en tant que tels. On fabrique tout ce qui est inerte, tout ce qui est additifs qui permettent de stabiliser, de donner de la rhéologie, d'aider à la dispersion ou à l'adhésion des différents intrants que l'on utilise en agriculture. Donc voilà ce qu'on fait. On est allé vers la Fondation Agropolis un peu par curiosité. Pour être franc, il y a quelques années, c'était en 2013, dans la mesure où cette fondation était un objet peu courant et qui était placé dans le cadre très attractif de l'écosystème de Montpellier, qui était... Je venais des États-Unis, et aux États-Unis, je me souvenais d'une situation où j'avais dû expliquer à un chercheur de l'ARS où se trouvait Lyon, et j'y arrivais pas très bien, et il m'a dit, vous auriez dû me dire dès le début que c'était pas très loin de Montpellier en direction de Wageningen. Donc, avec ça, tout était dit sur la réputation de Montpellier.
On a eu une discussion très générique sur la vocation de la Fondation Agropolis, et on s'est très rapidement retrouvé sur des grandes tendances qui sont à peu près les mêmes dans les différents acteurs, qu'ils soient publics, privés. Les grandes tendances qui sont celles qui étaient présentées ce matin pour la Fondation, le changement climatique, la conservation de la biodiversité, la réduction des pesticides sont des thématiques sociétales qui finalement finissent toujours par se retrouver dans les politiques publiques, dans la réglementation, et sont aussi celles qui inspirent la recherche dans les sociétés privées. Donc partant de là, on avait un peu commencé, mais ce n'était pas encore des thématiques très précises. Il a fallu du temps pour qu'on arrive à converger vers deux thématiques. Une thématique autour de la réduction de la dérive, c'est-à-dire éviter que quand il y a du vent et qu'il y a une pulvérisation de pesticides, eh bien, les pesticides n'aillent pas exactement là où ils sont utiles, mais là où au contraire ils sont particulièrement nuisibles. Et une deuxième thématique sur la biostimulation, en particulier en traitement de semences, comment l'ajout de biopolymères, en l'occurrence, que l'on cherchait à développer, pouvait stimuler la plante et, in fine, apporter un certain nombre de bénéfices. Donc on a conduit cette collaboration pendant 4 ans de façon très intense, mais ça a duré en fait un peu plus longtemps. On a pu travailler avec les laboratoires DIAD, BPMP, alors avec pour le DIAD à la fois les unités de l'Université de Montpellier et les universités de l'IRD, et puis également avec l'IRSTEA et avec le laboratoire Charles Coulon, qui n'est pas dans le LabEx Agro, mais qui apportait des compétences qui étaient utiles à ces sujets. On a pu financer 2 thèses, un postdoc, plusieurs stages sur ces 2 thématiques. Voilà, donc ça c'est pour le passé. Parfait, merci à tous. Donc on a prévu une petite série de questions pour stimuler. Est-ce que d'abord, sur cette présentation du passé, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, alors on va bouger vers la première question. Donc la première question qu'on avait prévu de vous poser avec les collègues de la Fondation, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on structure des opérations partenariales. Qu'est-ce qu'on peut amener comme nouveaux éléments de structuration et comment la Fondation peut faciliter cette structuration d'échange entre la recherche publique et les partenaires, qu'ils soient à orientation socio-économique ou purement sociale. Je commence ? Oui. Merci. Sur ces enjeux-là, je pense que c'est important de dire, donc moi je représente une fondation privée familiale dont l'intérêt principal c'est de répondre aux enjeux sociétaux. Et on n'a pas d'obligation de travail avec les chercheurs publics ou avec certains types d'acteurs. On est très flexible dans les types de financement qu'on donne. Et la plupart des fondations dont je vais parler à l'international, en Europe, avec lesquelles on travaille et avec lesquelles la Fondation Agropolis interagit, enfin, dans les interactions dans lesquelles je suis associée, sont des fondations de ce même type-là. Ce ne sont pas des fondations d'entreprises qui ont éventuellement leurs propres intérêts. Pour ces acteurs-là, je pense que ce qui est important et ce qui est utile d'apporter, c'est que un certain nombre de ces acteurs qui sont vraiment centrés sur les enjeux sociétaux, notamment la crise climatique actuelle, un certain nombre de sujets comme ça, il est vrai, je pense que beaucoup d'entre eux pensent que la recherche publique aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, n'est pas l'acteur naturel vers lequel se tourner pour répondre à ces questions-là. Et donc, il y a énormément de financement, de partenariats plutôt avec des think tanks, avec des consultants, avec une grande diversité d'acteurs qui ne sont pas de la recherche publique. Et donc, la Fondation Agropolis, de par sa nature et les contraintes aussi de financement qu'elle a, ramène en permanence le fait que si elle interagit elle arrive dans un partenariat, ce qu'elle va apporter, c'est des chercheurs publics. Et à côté de ça, elle va pouvoir valoriser et être le porte-parole de toute la richesse et la diversité des expertises qu'il va y avoir dans ces réseaux. Mais la première chose, c'est d'arriver à promouvoir que, effectivement, la recherche publique, alors qui est en France particulièrement bien financée par ailleurs, est très présente et très active, peut répondre, et est légitime pour répondre à un certain nombre de sujets sur lesquels, aujourd'hui, honnêtement, pour un certain nombre d'acteurs, c'est plus vers ces acteurs-là qu'on va. L'autre chose qui est vraiment importante et utile, c'est que même en apportant ce sujet-là, enfin ce type d'acteurs-là, et donc attirant l'attention de ces autres bailleurs vers la communauté
de la Fondation Agropolis, la Fondation est quand même capable de financer autre chose qu'uniquement ses acteurs et est capable de dire on va aussi financer de la société civile qui participe et qui co-crée la recherche. Parce que c'est ça qui est attendu, parce que ce qui est sous-entendu, ce que je dis, c'est que les projets qu'on va pouvoir co-porter ou co-construire sont des projets qui sont utiles directement aux acteurs de la société, notamment par exemple à des ONG ou à la société civile au sens large, et que du coup un des critères d'utilité, c'est est-ce que ce sera co-construit avec ces acteurs-là, est-ce que ça répondra à des problématiques que ces gens se posent, et est-ce que ça va permettre de faire évoluer les choses pour ces acteurs en premier lieu. Donc le fait d'apporter aussi cette flexibilité, même si elle n'est pas totale, ça permet d'entrer dans un dialogue et de commencer à poser les conditions des partenariats. Et l'exemple le plus par exemple, concret, là, ce serait le projet Sagittaire qui a été présenté tout à l'heure, que la Fondation Agropolis a financé, je crois, entièrement pour la phase en émergence, et où sur la phase de consolidation, donc de montée, de passage à l'échelle, comme il y avait un fort besoin de partenariat entre la société civile et les chercheurs impliqués, on atteignit les limites de capacité de financement de la Fondation Agropolis en ce qui concerne les autres acteurs, et un acteur comme la Fondation Carasso, qui était très intéressé par le projet, a pu dire, voilà, avec les flexibilités qu'on a, vu l'intérêt qu'on partage pour ce projet, nous, on va se positionner en complémentarité de ce que vous ne pouvez pas financer, et donc spécifiquement sur le financement du BioCivam et de ces acteurs-là, et des autres acteurs pour complémenter. Je m'arrête là. Ok. Est-ce que c'est juste donc de dire que quelque part, il faut qu'on remarketing la façon dont on présente nos chercheurs? Parce que c'est un peu ce que j'entends dans... Je pense qu'il y a un vrai sujet de présence, de posture des chercheurs publics aujourd'hui en réponse aux questions de société, et que ce que Nicolas Bricas présentait toujours, récemment là, comme la série des So What, et ces outils, il y a l'INRAE qui a, avec Agrobiosciences, créé la revue Sésame. Il y a une autre revue de l'INRAE là, qui est sortie, que j'ai vue récemment. Ce type d'outil-là permet à des acteurs qui ne sont pas en lien avec la recherche académique à la base, qui ne vont pas aller lire les revues académiques, de savoir qu'il y a des gens qui vont travailler sur des sujets, parce qu'eux, ils arrivent par les sujets sociétaux, et ils ne vont pas avoir à prendre le temps de faire la biblio pour savoir quel est le chercheur qui fait des choses aujourd'hui. Et surtout, il y a cette idée qu'éventuellement, c'est des chercheurs qui ne vont pas aller jusqu'à la réponse concrète aux besoins. Ils vont faire de la recherche en amont sur des sujets assez théoriques éventuellement, et que par exemple des réponses à des recherches appliquées, ça se fait moins. Voilà, ce qui est possible de développer aussi, c'est de promouvoir ce qu'on fait avec CO3. Donc cet appel de recherche participative qui est co-créé par l'ADEME. Soyons très clairs entre nous, le but de CO3, c'est pas juste que nous, entre bailleurs, avec la Fondation de France, avec d'autres bailleurs privés et l'ADEME, on finance ces recherches qui ont un intérêt en tant que tel. C'est surtout d'aller convaincre l'ANR, d'aller convaincre d'autres acteurs que c'est ça qu'il faut financer. Et que si on ne finance pas ces recherches-là, honnêtement, ça fait perdre beaucoup d'intérêt à la recherche. Merci. Philippe, à ton avis, comment on co-construit des beaux projets? Alors, moi je dirais peut-être deux choses sur cette question. Déjà, par rapport à la SAT, je crois que pour nous, la SAT est un opérateur qui est généraliste, qui n'est pas expert dans le domaine de la santé, bien qu'on ait des personnes qui soient, par exemple, dans le domaine de l'agro, on a 2 personnes à plein temps qui travaillent. Le domaine de l'agro reste quand même, quand on parle de transition écologique, de biodiversité, de nouvelles techniques de production ou de transformation, ça reste des domaines très vastes. Et je pense que pour nous, déjà, dans un premier temps, Agropolis Fondation nous apporte toute l'expertise dont on a besoin pour sélectionner les projets qui seront les plus prometteurs et sur lesquels on va minimiser le risque sur les investissements qui vont être faits, parce qu'il y a toute une communauté qui va nous apporter cette interdisciplinarité que l'on n'a pas au sein de la SAT. Donc déjà, première chose, cette fonction doit être... on doit continuer à la développer, cette relation avec la SAT, et qui nous permettra de choisir et de pouvoir sélectionner des projets qui seront les plus porteurs pour l'avenir. Ensuite, je dirais, il y a un deuxième point qui me paraît important dans ce qu'on pourrait améliorer.
c'est peut-être trouver des secteurs que Agropolis Fondation puisse pouvoir identifier des domaines ou des filières dans lesquels on a une taille critique en termes de recherche qui vont nous permettre de nous positionner plus fortement et de mobiliser plus fortement sur certaines filières pour qu'on devienne peut-être, alors je sais qu'on est fort dans pas mal de domaines, mais pour être les champions, on va dire, de certains secteurs. Vous savez qu'il y aura bientôt, et ça a bien déjà commencé, des appels à projets dans le cadre du PIA, dans lequel on a pu identifier 20 filières d'accélération, ce que l'on appelle les filières d'accélération, qui touchent le domaine de l'alimentation, le domaine des équipements pour l'agriculture, etc. Donc on a peut-être intérêt, nous, collectivement, à essayer de rationaliser un petit peu ces thématiques, voir comment on peut agréger ces compétences pour qu'on puisse investir et, je dirais, taper fort sur des filières qui sont considérées comme stratégiques pour la France, de manière générale, au-delà de notre périmètre Occitanie, pour la France. Et je pense que là, Agropolis Fondation pourrait nous aider à faire ce travail de rationalisation, puisque la SAT, évidemment, elle va pouvoir, qui est un outil, un opérateur du PIA. Les SAT sont extrêmement consultés par on va dire les acteurs institutionnels qui sont en train d'élaborer ces plans pour jauger là où on a une force de frappe. Et donc là, je pense qu'il ne faut pas qu'on rate tous collectivement cet appel à projet qui arrivera sur les filières d'accélération, parce qu'il me semble qu'il y en a au moins 4 ou 5 sur lesquels on est extrêmement pertinent, mais pour lequel on a encore du mal à expliquer qu'on est déjà très bon, parce qu'il y a quand même, on est encore un peu éparpillé, je dirais. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on a facilité, on sera plus attractif et on créera probablement un tropisme pour les industriels si on a plus de visibilité sur certains secteurs. Et petite question subsidiaire, comment on les organise? Est-ce que parce que c'est un éternel débat, est-ce qu'on les organise par compétences scientifiques ou est-ce qu'il faut leur donner une lisibilité de filière industrielle, partenariale? Ça, c'est un débat qu'on a souvent. Alors, les filières d'accélération, ce ne sont pas des thématiques scientifiques, ce sont plutôt des secteurs industriels. On va parler de l'alimentation durable, on va parler des équipements, des nouveaux équipements pour l'agriculture. On va parler, après il y a beaucoup de domaines qui est le quantique, qui est la biothérapie, enfin il y a certains secteurs qui sont bien identifiés. Et effectivement, il faut qu'on soit en capacité de voir nos forces de recherche globalement, et ça va au-delà du LabEx Agro, comment on est capable de les positionner de manière légitime sur ces filières d'accélération. Et comment ensuite, nous, on est capable, au travers des financements des ressources que l'on a, comment on est capable de les financer avec une vraie stratégie. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir aussi avoir une feuille de route, une roadmap. Moi, j'appelle ça un peu... c'est un peu anglophone, mais je suis désolé, mais il faudrait qu'on ait des stratégies, une sorte de roadmap, je ne sais pas comment on va dire en français, de feuille de route, sur lequel on va développer fortement les équipements, les technologies pour le domaine agriculture. On va développer plus fortement le biocontrôle, par exemple. On va plus fortement, et on va mobiliser davantage d'investissements sur ces secteurs-là. Et après, aux chercheurs à s'organiser comment leurs thématiques scientifiques sont capables de nourrir ces stratégies d'accélération. Et c'est là qu'on sera plus attractif vis-à-vis des industriels. Super. Alors, Jean-Christophe, pareil, même question sur la construction et la co-construction de projets. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors, sur les éléments structurants en fait, d'Agropolis, moi j'en vois 3. Il y a l'aspect autour de la multidisciplinarité, il y a la taille critique et il y a les aspects financiers. Je pense que c'est les 3 ingrédients qui sont clés et qui ont fait qu'une entreprise privée a pu se tourner et
a priori réaliser une collaboration réussie avec Agropolis. Il faut voir que dans l'industrie, on n'a que des problèmes qui sont multidisciplinaires. Alors, non seulement sur les aspects techniques et scientifiques, mais en plus, il va y avoir les aspects réglementaires, juridiques, industriels et autres. Donc, mais déjà, rien que sur la partie technique, ce sont des aspects qui sont multidisciplinaires. Donc, quand on n'a pas les compétences en interne, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller faire le tour pour une université donnée, aller faire le tour des différents laboratoires et des différents services. Et encore, il ne s'agit que d'une université, il y en a dans d'autres villes. On ne va jamais le faire. Donc c'est là où Agropolis, et on leur en est extrêmement reconnaissant, a pris le temps d'écouter la problématique, même à un niveau assez générique, et l'a décomposée en un certain nombre de sujets qui étaient des disciplines, et on est arrivé à un dialogue qui était précis, pertinent, et qui, avec des éclairages multiples, permettait d'assembler tous les éléments de notre problématique. Ça, c'est extrêmement utile. L'autre élément, c'est la taille critique. Et ça, c'est vrai que Montpellier a un avantage qui est énorme, c'est l'écosystème montpelliérain, sa taille. C'est un élément aussi par rapport au SAT. On ne peut pas aller faire le tour de tous les guichets, on n'a pas le temps. Et donc le plus gros, ou celui qui agrège ou qui se fait porte-parole au niveau au minimum français, au mieux européen, a un avantage énorme. Et là, c'est un élément qui est décisif. Et c'est aussi pour ça que parfois, d'autres paysages moins morcelés que le nôtre sont en compétition là-dessus si on n'arrive pas à fédérer avec quelques acteurs clés, justement peut-être avec des feuilles de route très spécifiques sur certaines thématiques pour avoir une visibilité sur certains accès qui sont particulièrement visibles et pour lesquels l'écosystème local est bien positionné. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et le dernier point, parce qu'il faut en parler, même si c'est peut-être un peu plus difficile, mais les aspects économiques sont essentiels. C'est-à-dire qu'un industriel doit se financer sa propre recherche et les chercheurs doivent défendre l'utilisation de leur budget. Donc, quand ça va directement dans la perspective d'un développement et d'une valorisation, c'est facile. Mais quand on parle de connaissances, de liens, de prospection, de faire quelque chose qui n'est pas forcément lié à un développement dont on peut quantifier l'impact, c'est plus difficile. Et ce qu'on a pu faire avec Agropolis vient aussi du financement qui était associé. C'est-à-dire qu'on est sorti de nos sentiers battus, on est allé plus loin, on a exploré des choses qui étaient très intéressantes mais qu'on n'aurait pas fait sinon, et qui nous a permis justement de nous intégrer dans un écosystème qui est plus large. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 points qui sont absolument essentiels et structurants dans la relation avec Agropolis. Ok, super. Donc vraiment, pour le coup, c'est une question de taille, de rassemblement et de presque, comme le disaient les collègues, de clarification de l'offre avec le soutien financier qui va derrière. C'est ça. Très bien. On avait une deuxième petite question. Une fois qu'on a établi ces collaborations, comment on fait en sorte que ces collaborations permettent le passage de l'invention à l'innovation ? En prenant, je le rappelle peut-être pour critère, le fait que l'innovation, on le définit souvent comme étant l'invention qui a trouvé son public. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour favoriser ce passage de l'invention à l'innovation ? D'accord. Je pense que j'ai un petit peu répondu dans notre cas tout à l'heure, qui est la co-construction la conception avec ceux qui vont utiliser ces innovations et être garant de leur dissémination. Et je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, qu'on partage sur un certain nombre de projets, c'est, comme l'a très bien illustré, je trouve, Marc Morène tout à l'heure, c'est que c'est quand même un changement de posture très très difficile et conséquent pour les chercheurs de décider de s'engager à la fois dans des démarches qui sont voire interdisciplinaires, et dans des démarches qui sont co-construites avec des acteurs de terrain qui ont eux-mêmes leurs propres contraintes. Et que cette posture de chercheur engagé, elle n'est pas forcément suffisamment bien reconnue aujourd'hui
à la Fondation, on avait lancé un prix de recherche engagée sur l'interdisciplinarité quand je suis arrivée à la Fondation il y a 6 ans, un prix international. Et par ailleurs, il n'y a pas de financement, il n'y a pas suffisamment de financement disponible pour permettre les temps notamment nécessaires, comme il l'a mentionné, sur la coordination, et comme d'autres personnes ont pu le mentionner avant. Donc de vraiment prendre en compte le fait que ce changement de posture va vraiment radicalement changer aussi la démarche, et que cette démarche, elle nécessite beaucoup plus de temps, des moments qui ne sont pas des moments de recherche pure, mais des moments aussi d'échange, et que ces temps-là, il faut bien les rémunérer d'une manière ou d'une autre. Et d'autant plus dans les projets dans lesquels, donc, comme je disais, nous, on est impliqués, qui sont des projets d'intérêt général, il faut voir que les acteurs partenaires, ce sont des acteurs qui sont structurellement sous-financés. Si je le dis un peu rapidement, des acteurs de développement rural comme les Biocivam mentionnés là ou comme d'autres, sont des acteurs qui sont structurellement sous-financés en France. Donc ce n'est pas eux qui vont apporter le complément de financement pour faire cela. Et c'est là où aujourd'hui on est vraiment limité, je pense, tous collectivement, pour bien prendre en compte ça, pour bien le construire et s'assurer que ce soit bien dans les projets. Et notamment ce qui va manquer en fin, c'est toujours les phases aval, vraiment les phases de communication autour des projets, notamment une réflexion stratégique sur sa communication, elle sert à quoi, elle sert comment. Et puis, si on se rend compte que ce qui est travaillé, finalement, c'est des choses qui devraient être reprises par des politiques publiques, comment on va aller passer du projet opérationnel à l'influence. Et voilà, et ça, en général, nous, on ne le fait pas, les porteurs de projets ne le font pas non plus. Est-ce qu'il y a un outil à privilégier pour bien prendre en compte? Parce que finalement, interroger une population quelconque, on peut les rassembler, leur poser des questions, mais s'il n'y a pas de méthode derrière, souvent on en sort avec des remontées presque symptomatiques et pas forcément un plan d'action. Est-ce qu'il y a un outil que vous privilégiez? Enfin, plus qu'un outil, ou peut-être pour reformuler la manière dont vous posez la question. Dans le cas que je prenais, par exemple, sur ce projet Sagittaire, ou pour des projets de recherche-action avec des agriculteurs qui se confrontaient à des difficultés qui sont propres aux politiques publiques, aux incitations qu'ils reçoivent des politiques publiques et des filières économiques, pour nous, en tant que fondation, l'outil, ça va être les partenariats très larges avec d'autres réseaux de la société civile qu'on fait monter en compétences, comme des plateformes interacteurs en partenariat avec des grandes ONG de plaidoyer environnemental, par exemple, et qui vont, eux, aller aider à faire l'influence et appuyer sur la base des résultats de recherche éventuellement, mais transformer en termes de recommandations de politique publique pour les collectivités locales qui en ce moment changent. Ils sont en train de radicalement changer leurs interventions à l'échelle locale, mais à tous les échelons, à l'échelon régional, national et éventuellement envers la politique agricole commune. Donc voilà, mais ça c'est pas... Il faut imaginer, à la Fondation Carasso, ce qui nous est cher, c'est d'imaginer que ça, c'est des interactions et des coordinations entre acteurs. On ne peut pas demander aux chercheurs de faire toute cette filière-là, ne serait-ce même si c'est en lien avec des acteurs de terrain. En fait, c'est pas leur rôle, c'est pas leur mandat, et c'est normal. Mais par contre, il faut imaginer à quoi ça va participer et comment, dans des relations avec les autres, le reste de l'écosystème, qui peut faire changer l'écosystème, le système alimentaire et agricole, comment ces liens sont faits. Et ça, effectivement, c'est pas évident. Merci. Alors Philippe, à ton avis, comment on passe de l'invention à l'innovation? Ça, c'est une chose qui est bien maîtrisée à la SAT. Et comment on modifie nos postures actuelles pour le favoriser encore plus? Oui, donc effectivement, c'est le pain quotidien de mes collaborateurs à la SAT, de dire comment on passe d'une invention à une innovation. Pour nous, une innovation, c'est un produit ou service qui va trouver son marché. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit, c'est-à-dire que dans la recherche, et dans beaucoup de domaines de la vie, on a parlé d'émotions scientifiques. Et je trouvais que c'était une belle image parce qu'on marche dans le domaine de la science. L'émotion est un élément important qui permet souvent d'accélérer le phénomène de découverte. Parce que si on n'a pas d'émotion, généralement, on n'est pas très inventif sur ces découvertes parce que ça veut dire qu'on les subit plutôt que... voilà. Donc, il me semble que ce processus, il est important dans le processus de découverte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comprendre l'étendue de l'impact que peut avoir une découverte, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très intuitif, par contre. On peut être amené à travailler sur un sujet, à faire des découvertes. Le potentiel que cette découverte va avoir en termes de valorisation, c'est-à-dire de marché,
c'est un travail, il faut évidemment que le chercheur ou l'équipe de chercheurs soit accompagné par des gens qui sont experts des marchés, experts un petit peu de tout ce qui est économique autour de cette invention. Alors c'est ce qu'on fait à la SAT, effectivement. Alors on le fait beaucoup, peut-être qu'on ne le fait pas suffisamment, et donc on va, dès 2022, augmenter de manière considérable les ressources qu'on va allouer à ce qu'on appelle la prématuration. Prématuration, c'est quoi? C'est justement cette étape-là qui va permettre de savoir si une découverte, un résultat scientifique peut trouver un marché ou des applications qui vont permettre de mobiliser des investissements futurs. Parce que plus on avance, plus ça coûte cher, mais plus on met de l'investissement, plus il faut qu'on ait la certitude que ça va servir à quelque chose. Et donc, on a déployé un processus au sein de la SAT qui est, on va dire, un mixte entre ce qu'on appelle le techno-push et le market pull. Techno-push, c'est quand on a inventé une technologie, on la pousse dans le marché. Market pull, c'est plutôt le marché qui est en attente de solutions. Et donc, il faut pouvoir les identifier. Et finalement, c'est au croisement des deux qu'on arrive à dire, là, il faut investir très vite et massivement. Donc, on a élaboré sur plusieurs domaines. Alors, on est dans la santé, dans le logiciel, enfin, dans beaucoup de disciplines. On travaille de plus en plus là-dessus. Et effectivement, ça coûte de l'argent. Et pour qu'on puisse y arriver, il faudrait qu'au moins on multiplie par 2 ou par 3 nos investissements en prématuration, qui sont déjà quand même de quelques millions d'euros par an, mais on va mobiliser des ressources, notamment à travers de l'appel à projet que Gaspard connaît bien, qui est le PIA4 sur la prématuration, qui vont permettre d'alimenter, enfin de donner des ressources. Il y avait un témoignage d'un chercheur tout à l'heure, c'était Marc, je crois, non, qui disait, ben oui, on est allé voir l'ARSAT, etc. Alors moi, je ne connais pas ce dossier, mais effectivement, je pense qu'une prématuration aurait pu servir. Sauf qu'on a à peu près, à la SAT, à peu près une demande de 50-60 prématurations par an, et on en finance une dizaine. Donc il nous manque des ressources pour accompagner, mais ça va être résolu en 2022. Voilà, donc je pense que ça va permettre de se répondre, enfin ça permet de répondre à la question. Et petite question qui est intéressante aussi, c'est nos collègues de Davis disent souvent que l'important dans l'investissement, c'est de monter petit à petit les marches. Jody Nunzio, qui fait ça à Davis, dit d'abord tu trouves $5, puis 50, puis 500. Est-ce que c'est une démarche que vous pratiquez aussi à la SAT? Alors, nos investissements sont structurés en marches, effectivement. On a ce qu'on appelle la prématuration. On n'a que 3 marches, on n'en a pas beaucoup plus. Prématuration, qui sont des petits tickets qui vont quand même jusqu'à 30 000 €. Maturation, c'est des tickets moyens qui vont jusqu'à 300 000 €. Et post-maturation, c'est la nouvelle marche qu'on va déployer en 2022. C'est des investissements complémentaires qui pourront aller jusqu'à 1 million €. Tout cumulé. Donc, pour passer d'une marche à l'autre, il y a un comité d'engagement et on fait appel à des experts, souvent pour les projets agro, donc des experts d'Agropolis. Fondation viennent nous aider à évaluer pour savoir si vraiment c'est un projet suffisamment solide en termes de technologie, de risque. Enfin, on fait de la gestion de risque, puisque la SAT, c'est un investisseur, et alors un primo-investisseur, mais il a une logique d'investisseur, parce que, in fine, il faut que le produit soit commercialisé. Et du coup, comment la Fondation peut interagir avec la SAT sur ce point-là? Est-ce qu'il y a du dérisquage qui peut être imaginé en lien l'un avec l'autre? Alors cette année, le principe, c'est qu'on fait des appels à projets avec Agropolis depuis plusieurs années pour identifier des projets qui sont en attente de fonds pour faire de la prématuration. Donc on en a fait un cette année qui s'est clôturé, je crois, le 21 juillet 2021. Et on a prévu de relancer des appels à projets. Alors quand on aura effectivement ces ressources supplémentaires, on va pouvoir, de manière plus importante, financer des travaux préliminaires qui permettront de savoir si un résultat de recherche a un potentiel de valorisation. Et on essaie de l'estimer aussi. Est-ce que c'est un marché local pour résoudre un problème très ponctuel sur un territoire donné, ou est-ce que c'est une invention qui va permettre de trouver des applications
on parlait des pays du Sud, des pays du Nord, etc. Donc ce travail-là, je pense qu'on va le faire ensemble à partir de 2022. Tout à fait. Jean-Christophe, dans les entreprises, comment vous voyez tout ça et comment on peut encore fluidifier ce trajet de l'invention vers l'innovation? Alors exactement de la même façon que ce qui a été décrit par Philippe Mérin. Ouais. C'est la rencontre entre un besoin marché et une solution à ce besoin marché, donc quelque chose, un objet technique nouveau. Alors maintenant, c'est le processus qui est important. Le processus, on peut peut-être le voir à deux niveaux. Un niveau très générique, parce qu'il faut, je pense, un certain nombre de fondements pour que le chemin se fasse de façon fluide. Ces fondements, c'est d'abord partager une envie commune et une direction commune. Et ça, c'est pas très compliqué, mais à la marge, ça peut l'être. C'est-à-dire qu'on est des acteurs avec des missions différentes, avec des visions différentes, mais au final, on est des acteurs de la société et dans le fond, on va dans la même direction. Je pense que c'est quand même assez important de le rappeler. Je rebondis un peu sur des remarques de Pierre Costet dans la vidéo, mais c'est quand même important de se dire qu'on a envie de le faire ensemble, on va dans la même direction. Et cette confiance, c'est la fondation. L'autre point, c'est peut-être la flexibilité. Quand on va entre l'invention et l'innovation, c'est pas un programme qu'on va dérouler comme ça linéairement. Il faut s'adapter en permanence. Et si les structures ne le permettent pas, c'est pas bien parti. Parce qu'il y a forcément des surprises. Si c'était écrit d'avance, il n'y aurait pas besoin finalement de chercheurs. Ce serait un bureau d'études qui pourrait le faire. Et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc ça, ce sont des éléments un peu génériques, mais qui sont absolument essentiels. Ensuite, d'un point de vue plus opérationnel, il faut bien se mettre d'accord. Alors d'abord, il faut des structures d'échange, il faut qu'à un moment on puisse se parler. Mais là, il y a des tables rondes, il y a des animations, enfin on peut discuter des médias. Et très rapidement, le succès va dépendre de la focalisation. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui sont extrêmement intéressantes, la biodiversité, mais un peu trop large pour qu'on arrive à trouver quelque chose qui débouche, ou alors un sujet qui est finalement tellement précis que la structure de la fondation en particulier est surdimensionnée. Pour un industriel, on va directement répondre à la question. Donc la question de la focalisation est une question qui, à mon avis, est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une question assez bien définie, mais quand même assez ouverte pour qu'on puisse y trouver des choses et qu'on puisse y travailler ensemble. Donc c'est un peu les points que je verrai pour définir un cadre qui permettrait de passer de l'innovation, enfin de l'invention à l'innovation. Est-ce que ça veut dire que quelque part, avoir des sous-ensembles identifiés permet de choisir la focale au bon niveau ? Je prends l'exemple un peu de ce qu'on a fait au niveau de Muse avec les initiatives clés qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus focusées que le sont les LabEx, qui sont très souvent assez généralistes. Est-ce que c'est de bien articuler ces dispositifs qui sont capables de passer d'une communauté très large à une communauté plus resserrée, ou est-ce qu'au contraire, c'est la mobilisation de la communauté de manière séquentielle ? C'est la rapidité à laquelle, à mon avis, on passe d'une focale à l'autre. Parce qu'au début, si on ne se trompe pas, on va d'emblée à la bonne focale, et dans ce cas-là, c'est parfait. Si par contre, on part de la petite focale et que ce n'est pas la bonne, on va avoir perdu du temps. Donc il faut malgré tout, c'est important d'avoir les différentes focales, mais d'être très agile pour passer de l'une à l'autre. C'est le lien entre les acteurs de l'écosystème. Alors, il nous restait, on a juste le temps pour une dernière petite question, puisque... Oui, Non, je vais rester. Mais...
Je vais rester jusqu'au bout, mais je serai en retard, c'est pas grave. Ok, on va faire très court. Alors, donc, la dernière séquence était surtout liée sur l'idée de comment on accumule de la bonne méthodologie. Comment est-ce qu'on repère les bons comportements, comment on les étiquette comme étant bons et comment on les transmet à l'ensemble du groupe. Est-ce que vous avez des recommandations là-dessus, Mathilde ? Je pense que c'est, dans un sens comme dans l'autre, vers la communauté scientifique. Je l'ai déjà dit, je pense que de beaucoup plus valoriser les démarches, notamment participatives, de recherche engagée, de co-construction avec les acteurs. Et je pense que, par exemple, je ne sais pas exactement comment c'est valorisé dans le milieu académique ou dans les institutions de recherche qui sont membres de la Fondation Agropolis, mais une sollicitation très récurrente de la part de notre fondation, de la part de beaucoup d'autres acteurs philanthropiques, c'est de l'expertise, de participer à des comités d'experts, de nous aider à sélectionner des projets, de nous aider à créer des stratégies. Cette valeur, j'ai pas l'impression que les acteurs et les chercheurs qu'on sollicite pour ça aient l'espace pour valoriser. Et pour moi, c'est très lié à la question de la recherche participative, parce que c'est très lié à leur capacité d'expertise, de connexion avec des acteurs de terrain, avec des grands enjeux sociétaux, que les acteurs philanthropiques comme nous, comme d'autres auxquels je pense, souhaitent quand ils demandent cette expertise-là. Donc trouver une manière d'inciter à ces liens et aussi de les valoriser dans la carrière des chercheurs, je pense que vis-à-vis de la communauté de recherche, c'est quelque chose qui serait vraiment indispensable. Dans l'autre sens, vers le milieu de la philanthropie, je pense que, dans toutes les expériences et tous les partenariats qu'on a pu avoir avec la Fondation Agropolis, il y a beaucoup de choses à promouvoir. Et il faut mentionner ici quand même que les partenariats entre bailleurs privés philanthropiques sont très compliqués. La philanthropie, le mécénat privé, a cette grande chance d'être d'une très grande indépendance. Et rien ne nous oblige à entrer en partenariat avec d'autres. Dans nos processus de décision, on peut les faire comme on veut. Donc, faire un partenariat pour co-décider de projets, c'est des contraintes supplémentaires. En fait, ça ressemble beaucoup, encore une fois, quand on parle de la co-construction entre des acteurs de terrain et des chercheurs, toutes les contraintes que ça ajoute, qui ont bien été dites avant. Et en fait, c'est une pratique de mon expérience de la philanthropie de ces dernières années qui est encore assez rare et qui, en fait, augmente à mesure que les acteurs se rendent compte qu'ils ont besoin des autres pour avoir un impact et que finalement les grands enjeux sociétaux nous dépassent tous individuellement. Et donc je le mentionnais en réponse à la première question sur le fait qu'il y a quand même un grand mouvement de la philanthropie privée européenne et internationale à s'intéresser, s'inquiéter, notamment de la crise climatique et de notre incapacité collective à la résoudre. On est à un moment unique aujourd'hui au niveau européen où il y a des nouveaux collectifs de fondations qui se créent. Parce que chacune de ces fondations individuellement se rend compte qu'elle ne pourra rien résoudre. Et donc fort de nos expériences passées de co-construction, de programmes, d'appel à projets conjoints, de cofinancement, je pense qu'on a beaucoup de leçons qu'on peut porter vis-à-vis d'autres acteurs philanthropiques pour continuer ces partenariats-là, tout en reconnaissant qu'effectivement ce sont des contraintes qu'on se rajoute, mais pour l'impact. Merci. Philippe, quelles sont les bonnes pratiques, comment étiqueter les bonnes pratiques, les repérer et capitaliser dessus ? Bon, c'est une question qui n'est pas simple, mais je dirais, pour pouvoir répondre, c'est que déjà on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Et on communique beaucoup sur les réussites et pas beaucoup sur les échecs. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse... Alors nous, à la SAT, on a beaucoup expérimenté pendant des années, on a fait beaucoup d'erreurs. Collectivement, on a fait des mauvais choix, on a investi dans des projets, finalement, on s'est rendu compte qu'ils ne débouchaient sur rien. Et puis avec le temps, on a fini par comprendre quelles étaient les bonnes pratiques pour apprendre de nos erreurs d'une certaine manière. Donc je dirais que comment on fait pour apprendre des bonnes pratiques, ça, en ayant fait un grand nombre d'erreurs et en ayant la mémoire de ces erreurs-là. Alors, je parle pour ce qui est du métier de la SAT, bien évidemment. La SAT ne fait pas de recherche, elle fait du transfert. Donc, on a appris de nos erreurs dans ce domaine-là. Et ce qu'on peut très volontiers, c'est partager quand des chercheurs viennent nous voir et qu'on leur dit parfois non, on ne va pas aller là parce qu'en fait, on l'a déjà fait plein de fois et plein de fois, on s'est planté dans cette démarche-là.
Alors souvent, ils partent, ils ne sont pas contents, mais en réalité, on leur a évité peut-être une grande déception. Parce qu'il faut mieux une petite déception quand on refuse un dossier qu'une grande déception au bout de 2 ans où on s'aperçoit que finalement c'était une erreur qu'on aurait pu éviter. Voilà, donc si on est prêt à partager ça, on pourra même faire un séminaire sur les erreurs et pas sur les succès qui permettront effectivement à tous les chercheurs qui souhaitent soit entreprendre, soit avoir de l'impact sur le monde socio-économique, on pourra les aiguiller et faire partager nos expériences. Merci. Jean-Christophe, comment on capitalise sur les bonnes pratiques et comment on les suscite? Alors, je pense d'abord il faut un support pour pouvoir échanger. Et justement, on parle d'expérience. Donc l'expérience, elle se partage et pour ça, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui en parlent. C'est assez difficile comme sujet, de même que l'innovation très amont. Il faut un support et le mieux, c'est effectivement d'avoir déjà des projets structurés. Les projets structurés, ça permet de faire des points de temps en temps, des réunions d'avancement, et ces réunions sont un très bon cadre pour, et ça peut être une bonne pratique, à la fin, il y a toujours une période de débrief. On peut se dire qu'est-ce qui a bien marché, et je suis tout à fait d'accord, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, on apprend beaucoup de ses erreurs. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un cadre, un média, parce que même s'il y a des séminaires sur les pratiques, ce sera assez difficile de mobiliser massivement. Ce qui va mobiliser, c'est une action concrète. Et par contre, en périphérie d'une action concrète, il y a énormément de choses qu'on peut dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on assemble des acteurs qui ont des horizons différents, on est autant d'observateurs dans des milieux différents, dans des écosystèmes qui sont différents. Et du coup, on peut apprendre beaucoup. On peut apprendre beaucoup sur les processus, on peut apprendre beaucoup aussi sur les objets d'innovation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une cible d'innovation, qu'on le voit au travers de projets de recherche publics, à travers des liens avec des clients dans le cadre de recherche privée, ce ne sont pas exactement les mêmes usages que l'on va voir. Tous sont intéressants. Et échanger là-dessus sera justement, a priori, enrichissant. Donc c'est la même chose, je pense, pour les processus. Parfait, merci beaucoup. Il reste quelques minutes pour les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet dans la salle? Ou en ligne, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens en ligne aussi. Pas de questions, on a été très clair. Complet, a priori. Bon. Donc, si on résume un peu nos échanges, il faut qu'on échange plus pour capitaliser mieux. Et puis, on écoute l'ensemble des acteurs, qu'ils soient externes ou internes. Et puis, il nous faut des sous. Mais ça, c'est une mécanique de base. Eh bien, merci à tous.